Bonsoir. C'est un peu fort, non? C'est bien? D'accord. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence et de votre fidélité. Ce soir, nous allons, comme on a annoncé dans la publicité de cette rencontre, la Palestine est à l'honneur par deux revues ou deux numéros d'une seule revue, qui est la revue Afkar, publiée par nos amis à Barcelone, IEMED, qui est en langue française et en langue espagnole. Je ne vais pas présenter la c'est Monsieur l'ambassadeur Senen Florence qui va le faire, mais je vous invite, vous avez trouvé tous et toutes sur vos chaises euh, le flyer de la revue. Il suffit de scanner le QR pour avoir accès direct à la revue, ce numéro et les numéros anciens. Ils sont tous en accès libre. Je vous présente les intervenants ce soir, qui sont, et comme je l'aime toujours, des amis aussi fidèles et aussi proches de Carep et de moi personnellement. Nous avons bien entendu Monsieur Senen Florenza, qui est président exécutif de l'Institut européen de la Méditerranée, IEMED, à Barcelone, et président de l'Assemblée générale d'Euromesco et co-directeur du magazine Afkar et de l'annuaire l'IEMED de la Méditerranée. Euh, j'ai le plaisir de travailler avec Senen depuis des années. Je suis membre d'Euromesco et là, j'ai une grande reconnaissance à Senen parce que j'étais membre d'Euromesco en tant que Syrien, à titre individuel. Euromesco, c'est un réseau de inter-institutions, inter-universités, inter-think tank. Mais comme la Syrie, et toujours la Syrie, n'a pas de think tank ni de centre de recherche, alors j'étais considéré comme représentant de la Syrie, mais en tant que moi-même, individuel. Et aussi, j'ai contribué à AFCA, j'ai contribué à l'ANIER. Et là, je me rappelais tout à l'heure qu'en 2011 ou 2012, on a été tous les deux à l'IEMED pour parler des débuts des révolutions arabes, moi et Jean-Pierre Filiu. Il y a Leïla Sora, qui est notre chercheuse sur le dossier de la Palestine et d'autres dossiers aussi, au Carep. Elle est auteure de l'ouvrage Le Hamas, pas le Hamas, le Hamas, et Le Monde, qui a été publié par le CNRS en 2015, actualisé dans sa version anglaise par l'édition Torres en 2022. Il y a notre cher ami, professeur Jean-Pierre Filiu, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences politiques, Paris, après avoir enseigné dans les universités américaines de Columbia et Georgetown. Ses nombreux ouvrages régulièrement primés en France comme à l'étranger, ont été traduits dans une quinzaine de langues, dont l'arabe. Le plus récent, publié au Seuil, s'intitule Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. Et nous avons, pour ceux qui étaient là, nous avons présenté le livre ici même au Carême. Et nous avons Madame Sadia Axus Bernstein, diplômée, j'espère que je viens, diplômée de l'INALCO et membre de l'IREMAM. Elle est chercheuse en langue, littérature et culture arabe et hébraïque. Elle enseigne au département d'études arabes de l'Université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis et Sorbonne Nouvelle Paris 3. Son ouvrage Derrière l'hébreu, l'arabe, le roman palestinien en hébreu, qui a été publié par Classique Garnier en 2022. Et aussi, elle a contribué au dernier numéro de Afka. Cher Sinen, à toi la parole pour présenter la revue en première ronde de questions et après on reprend. Je-
Et bon, voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un honneur que d'être ici au Caleb. Je dois évidemment alors commencer par remercier Salam Kawkiwi pour son invitation à faire cette présentation de notre revue à Paris, dans ce centre, et avec lui, avec qui on collabore, c'est vrai, depuis plus qu'une vingtaine d'années. Comme d'autres gens que je vois autour, je vois là notre ami Joseph Courbage, bon, que nous avons beaucoup apprécié pour ses travaux en démographie et au-delà de la démographie, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, mais toujours avec les pieds sur terre de la démographie. Euh, et aussi avec des autres amis ici, Jean-Pierre Filiou, avec qui on a fait tant de choses du temps où on était tous les deux à Tunis, et de qui j'ai tellement appris de choses de lui, et de son père aussi. Même l'origine de mon nom de CNN, euh, que j'ai connu plus précisément qu'auparavant avec son père. En tout cas, je vous remercie. Je te remercie vraiment de l'occasion. Je remercie aussi la présence de Son Excellence, l'ambassadeur d'Espagne à l'UNESCO, qui est parmi nous ce soir, aussi le Javier Puga, conseiller de l'ambassade, qui sont venus parce que l'IEMET, l'Institut européen de la Méditerranée, jouit heureusement d'une grande indépendance intellectuelle, culturelle, etc., académique, mais c'est un organisme officiel, comme la plupart des instituts de recherche d'ailleurs. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est un consortium entre le ministère espagnol des Affaires extérieures, le gouvernement autonome de Catalogne et la municipalité de Barcelone. Ce qui est le grand avantage d'avoir trois patrons au lieu d'un seul, hein. Alors, ça donne beaucoup plus d'espace de manœuvre, disons, non? Même que ce soit une gouvernance quelque peu compliquée, selon euh, l'attitude et l'attitude où on se trouve. Enfin, en tout cas, l'occasion, c'est la présentation de ces deux derniers numéros d'Afkar Ideas, Dakar Idées. C'est une revue que nous publions maintenant, ça fait justement 20 ans. On a commencé le premier numéro, c'était en 2004. C'est ça, dans l'occasion, qui donne la spécialité de cette rencontre et on va faire quelques présentations parce que c'est une nouvelle époque aussi. On a rajeuni quelque peu la revue, mais qui était complètement vivante et je trouve, c'est pas moi qui l'écris, c'est Salam, c'est Jean-Pierre, c'est beaucoup d'autres qui l'écrivent. Donc je dis que ça garde toujours un niveau intellectuel extraordinaire. Et donc, c'est toujours une approche, disons, c'est une revue trimestrielle. C'est une approche, disons, en même temps académique, mais journalistique, puisque nous traitons toujours des affaires d'intérêt dans le moment. Euh, mais on le fait, disons, avec une approche qui n'est pas seulement journalistique, mais dont écrit normalement plutôt par des gens d'origine académique, mais qui parlent sur l'actualité politique, surtout du monde arabe. C'est lui que je cherche. Bon, très bien, on va voir. Bon, voilà. Alors, donc, les deux derniers numéros, euh, évidemment, sont dévoués à la situation dramatique à Gaza. Le premier, qui correspond à automne-hiver dernier, à l'origine, c'était pensé autrement. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans le numéro, même qu'avant de le publier, on a changé le cap, évidemment, on a inclus énormément de choses de ce qui se passait à Gaza. Mais disons qu'il y a toujours euh, des choses diverses. Il y a toujours, disons, c'est intéressant parce que comme c'est trimestriel, c'est différent que si vous lisez un journal d'aujourd'hui, dans une semaine, c'est déjà périmé.
Et ça, c'est trimestriel, donc donne une approche avec un certain recul, un peu plus expliquant les relations plus en profondeur, expliquant les phénomènes, non seulement ce qui se passe aujourd'hui ou cette semaine, mais pourquoi les choses se passent et comment peuvent-elles évoluer dans le futur, non? Et donc, par exemple, dans le premier des deux numéros que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, 70, qui correspondait au tome hiver, bon, d'abord, il y avait bon, un article sur la Tunisie. Euh, D'ailleurs, c'était un entretien avec Amin Ghali, qui est le président du centre Kawakiri à Tunis, qui est rattaché à cet institut ici aussi. Il y avait tout notre partie grande angulaire, c'est, disons, le dossier central, normalement. Mais cette fois-là, c'était dévoué à, disons, mémoire du colonialisme et approche de la réalité et débat intellectuel à ce sujet-là, sur lequel ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas écrit. Et donc, là, il y a un premier article sur l'histoire coloniale du Maghreb par Maheb Aouloudi, le professeur à Sciences Po. Je mentionne ça parce que vous verrez que même que ce soit une revue de Barcelone et de Madrid, c'est écrit par des gens de partout. Même je dirais que les gens de Barcelone et de Madrid sont une infime minorité de ceux qui écrivent. Le suivant article, par exemple, écrivait l'archive maghrébine, c'est le professeur Mouchim Al-Moussaoui, qui est professeur à l'Université de Columbia à New York. Le prochain, c'est une approche plutôt économique. C'est par Denis Guénaud, professeur à Paris School of Economics. C'est l'économie politique de la colonisation au Maghreb et ses suites, ou encore la politique linguistique au Maroc depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, par Montserrat Benítez Fernandez de l'École des études arabes de Grenade, du Conseil scientifique de l'Espagne, non? Et puis, la suite, on a vraiment changé tout ce qu'on avait prévu pour commencer vraiment à inclure des articles sur Gaza. Et il y a un premier article sur l'évolution interne en Israël par Alain Denkoff. C'est chercheur à Sciences Po aussi, ici à Paris. Un autre, Hamas Israël, un voyage vers nulle part par Ignacio Álvarez Osorio de l'Université Complutense de Madrid. Les répercussions internationales du conflit de Gaza par Giuseppe Denice, c'est le Conseil d'études scientifiques, Conseil scientifique d'études internationales italien. Ou un autre sur la Libye par Virginie Colombier, c'est de Louis School of Governance à Rome. Bon, je le mentionne pour que vous voyez que vraiment les auteurs, nous essayons de chercher qui pourrait être le meilleur spécialiste qui, un article raisonnablement court, puisque c'est une revue, c'est pas une encyclopédie, puisse donner une explication des affaires comme ils s'évoluent. Hein. Je ne vais pas suivre là, il y a beaucoup d'autres choses, point de vue économique, comment la situation répercute en Égypte par Heba Nassar de l'Université du Caire, ou une explication en ce moment du capitalisme militarisé d'Al-Sisi, sujet intéressant par Mohamed Patis. C'est un journaliste expert de l'Arab Digest et de l'Open Society, ou encore l'Égypte, le Conseil de coopération du Golfe, par Amr Aldi de l'Université américaine du Caire. Mais bon, et puis il y a les autres sections sur le monde musulman ailleurs. Le musulman indien par Kassaoui, du conseil, la CNRS français, l'islam musulman de Chine par Marie-Paul Elie, de maître conférence à l'école des hautes études de sciences sociales ici à Paris, ou l'aventure de l'islam en Asie du Sud-Ouest par Khalidoum Al-Junid, professeur à l'Université nationale de Singapour. Voilà donc, c'est une approche non seulement multidisciplinaire, mais vraiment multi-origine, pour ainsi dire, parce que nous essayons d'agir, et ça revient un peu à ce que je disais tout au début, comme un club d'amis. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui collaborent avec nous depuis très longtemps. Il y a toujours de nouvelles incorporations, bien sûr, mais disons que nous essayons d'être fidèles à nos vieilles amitiés et d'essayer de maintenir, disons, la flamme des études dans ce domaine-là. Et bon, le dernier numéro, donc, qui correspond à printemps,
à ce printemps. Alors là, c'est vraiment presque tout sur la situation à Gaza. Et je ne vais pas passer en revue article par article, mais un peu de tout, par différents auteurs, que ce soit Marina Ottawa et le Wilson Center de Washington sur la réaction. Je vous lis le titre parce qu'il est symptomatique. Fumée sans feu, les réactions arabes au conflit de Gaza. Alors, c'est toute une provocation, si vous voulez. Au nôtre, l'accord d'arrêt stratégique de la campagne de Hezbollah contre Israël par David Wood de l'International Crisis Group au Liban. Entre les ombres, l'Iran dans le labyrinthe de la guerre par Luciano Zaccara, qui est le centre de golf à Qatar, ou encore, bon, beaucoup d'autres. Et comme vous le verrez, George Mason de l'Université Mason en Virginie, c'est Ellen Leibson, qui collabore très souvent avec nous, comme bon, tous les autres auteurs qui sont là. Voilà, donc c'est les deux derniers numéros qu'on présente. Comme Salam vient de le dire, c'est disponible en ouvert, c'est disponible libre grâce avec Monsieur l'ambassadeur, remarquez maintenant qu'il y a le petit signe que le ministère de la Culture qui l'occupait a aidé à ce que ce soit en ouvert et gratuit pour tous les étudiants qui veulent, ou le public en général, qui puissent s'intéresser à ce sujet-là. Et c'est facile, hein, vous marquez Afkar Idées et vous trouvez tout de ce numéro et des précédents et aussi bien dans la page web de notre institut, l'Institut européen de la Méditerranée de Barcelone, qu'à la page web de Politica Extérieure à Madrid. Et donc voilà, j'ai pris peut-être un peu trop de temps, mais finalement, bon, c'était la présentation de la revue quand même. Merci, merci beaucoup, Sim. Euh, Jean-Pierre Fulu, depuis votre dernière présentation ici, de votre dernier ouvrage, il s'est passé beaucoup de choses sur la scène palestinienne. Il y a eu aussi le- l'amplification des confrontations sur le front du Nord avec le Hezbollah. Il y a eu récemment la démission d'un ministre pilier au sein du gouvernement israélien. Il y a eu aussi un changement radical dans l'opinion publique internationale qui s'est très pas mal de démonstrations au niveau des étudiants, au niveau aussi de la société civile. Quelle est ton appréciation, observation de tout ce qui s'est passé depuis la présentation de l'ouvrage jusqu'à nos jours? D'abord, merci de m'inviter encore. Et donc, vous voyez que j'ai toujours le même sweatshirt, hein. Je l'ai lavé, oui, dans l'intervalle, oui, j'avoue. Alors, quand même, avant de te répondre, cher Salam, bah, évidemment, vous saluer toutes et tous, et puis dire à quel point la revue Afkar a accompli une œuvre considérable, hein. Là, il y a ces numéros spéciaux sur la Palestine, mais il y a tout un travail qui a été mené depuis longtemps. Moi, j'avais, il y a bien longtemps écrit sur les universités palestiniennes dans Afkar, mais ça va être une façon de faire la transition, parce que les universités à Gaza ont toutes été détruites euh, totalement ou partiellement. Et à Gaza, on avait la même proportion d'étudiants dans la population qu'en France. On avait 4% d'étudiants, hein. Donc il faut voir que c'est aussi, on voit les destructions physiques, mais les destructions intellectuelles, hein, ce qui a été détruit avec le système de santé, ce qui est détruit avec l'enseignement supérieur, c'est une catastrophe absolue et malheureusement, ça n'est pas un hasard. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours tendance, comme ça avait été le cas lors de la présentation, vous m'aviez si aimablement invité et accueilli à revenir à Gaza. Parce que, en fait, c'est une logique presque irrésistible, mais à laquelle il faut résister. C'est-à-dire que comme on n'est pas à Gaza, personne n'est à Gaza. Et il n'y a que les habitants de Gaza, les femmes et les hommes de Gaza qui sont à Gaza.
Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est rien de ce qu'ils vivent, hein. C'est un écho très, très amorti de ce qu'ils vivent. Donc, du coup, on a tendance toujours à, et je sais d'où je parle, hein, à faire que nos querelles extérieures soient le sujet. Or, c'est pas ça le sujet, hein. Le sujet, c'est Gaza. Et Gaza, c'est la Palestine, parce que Gaza, c'est au cœur de la Palestine. Donc, depuis les quelques semaines écoulées, ce que je constate, c'est que et l'événement fondamental, c'est, et je vais employer un terme qui, pour les Syriens dans la salle, sera, je crois, assez fort, la ligne rouge de Biden a été pulvérisée, hein. La ligne rouge d'Obama, on sait, quand elle a été pulvérisée en 2013, ce que ça a signifié, hein. Il y avait une ligne rouge sur Rafah qui a été piétinée. Et avec, comme Obama l'avait fait, c'est-à-dire Obama, quand sa ligne rouge a été violée, il a dit, oh ben c'est pas grave, hein. Et là, Biden, il fait pareil, il dit, oh ben c'est pas grave. En fait, c'est entendu, je voulais pas dire qu'il fallait pas attaquer Rafah, je voulais dire qu'il fallait pas faire une offensive d'envergure à Rafah. Et donc là, Rafah, il tue pas trop de civils. Trop de civils, le massacre des tentes, oui, c'est intéressant. Donc on voit que une ligne rouge a été franchie. euh, donc dans l'impunité la plus totale. Et à mon avis, c'est ça le plus grave de tout ce qui s'est passé, hein. Et comme c'est difficile d'en tirer toutes les conséquences, on voit bien que les conséquences du franchissement de la ligne rouge euh, d'Obama en Syrie, on ne les a pas mesurées tout de suite, mais à la fin, ça a été la guerre d'Ukraine. Ça a été la guerre d'Ukraine, ça a été l'occupation et l'annexion de la Crimée, ça a été la guerre du Donbass, parce que Poutine avait compris que Obama, c'était que de la balle, hein, excusez-moi de l'expression, hein. Et là, Biden, bon, je pense que je vais consacrer ma chronique de dimanche prochain à la jetée américaine à Gaza. Mais vous verriez ça dans un film, vous diriez le scénariste exagère, hein. 300 millions d'euros, un discours présidentiel, une mise en place 2 mois après le discours présidentiel. C'est merveilleux d'être le pays le plus puissant du monde. 2 mois après. Et depuis que cette jetée opère, elle a été fonctionnelle une semaine. Elle a distribué l'équivalent d'une centaine de camions en une semaine quand il faudrait 500 camions par jour, hein. Donc, tout ça serait grotesque, ridicule, si ce n'était pas atrocement tragique. Et alors, j'entends bien, hein, la montée de l'indignation, les campus, la frontière nord. Bon, Benny Gantz n'était pas un pilier, Benny Gantz n'était pas membre du gouvernement. Il était membre du cabinet de guerre, hein. Donc, le gouvernement reste le même. Benny Gantz n'avait pas apporté n'avait pas changé la majorité parlementaire. Donc, Netanyahou a toujours sa majorité parlementaire, hein. Sauf que maintenant, Smotrich et l'extrême droite savent qu'ils n'ont plus aucun euh, contrepoids, hein, à l'intérieur du cabinet de guerre, qu'ils ont d'ailleurs demandé à intégrer. Donc, malheureusement, tant qu'on n'arrêtera pas ces auteurs de guerre, de drames et de tragédies, eh bien, ça continuera en pire et ça s'aggravera. Et la façon dont la ligne rouge de Rafah a été franchie en dit long sur ce qui pourrait se passer. J'espère avoir, malgré tout, par cela, répondu à ta question. Cher ami, euh, Madame Sadia, vous avez participé au dernier numéro sur Gaza. Ma question, c'est comment, en ce moment, si j'ose dire, sur le tas, où les événements se déroulent tous les jours, où on suit les pertes quotidiennement, on peut écrire sur Gaza et de Gaza et sur les Gazaouis et des Gazaouis. Merci beaucoup, hein, merci pour cette invitation et merci de m'avoir invité à écrire cet article. Je voulais juste corriger quelque chose. Je suis chercheur à l'ULB
en ce moment. Donc, je travaille avec Jehan Sfer, c'est entre autres je travaille sur la question de l'antisémitisme et les intellectuels arabes, ou la lutte contre l'antisémitisme par les intellectuels arabes, puisque voilà, c'est une question aussi importante, puisque c'est connu, tous les intellectuels arabes ou tous les arabes sont antisémites. Enfin bref, c'est mais pour répondre à votre question, alors c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Quand on m'a demandé d'écrire l'article, j'avais eu l'échange. C'était très dur de l'écrire, en fait, parce que aller chercher ce que les Palestiniens de Gaza écrivent comme littérature, c'était de vivre aussi directement cette destruction et ce génocide. C'était vraiment très, 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 très dur. Mais ce qui est intéressant, c'est j'aime pas le mot résilience, mais comment les Palestiniens et ceux de Gaza aujourd'hui trouvent toujours un moyen, et notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça c'était important d'être resté connecté pour publier. Et toujours cette tentative de publier de la littérature, que ce soit de la poésie. Bon, ils n'ont pas le temps d'écrire un poème, enfin un roman, mais c'est de la poésie ou des textes, des petits textes. Par exemple, récemment, en sortant un peu de la littérature, il y a un projet qui est très très intéressant qui s'appelle Gaza Ground Zero, où il est question d'une centaine de réalisateurs à Gaza en ce moment qui font des films. Alors, c'est pas vraiment des films parce qu'ils n'ont pas les moyens et les conditions pour faire de films, ce qu'on appelle par les films donc longs. C'est pas des courts-métrages parce que c'est plus long qu'un court-métrage. C'est évidemment aussi sur la guerre parce que l'environnement est sur la guerre, mais c'est sur la vie. C'est sur la vie, voilà, de comment on continue à vivre. Et, euh, et ce qui est intéressant, donc, il y a eu tout un mouvement. Il y a, si vous allez sur Facebook, par exemple, vous cherchez Gaza, il y a beaucoup de pages qui, qui deviennent des archives, en fait. Et c'est une réponse aussi à la destruction des archives par les Israéliens, parce qu'il faut le dire, hein, tout est parti en fumée. On ne sait pas combien ils ont volé ou s'ils ont volé, etc. Mais il y a des archives littéraires. Donc, il y a une page qui s'appelle Literature for Gaza et qui, qui poste tout ce qui a été écrit sur Gaza au niveau poétique. Et par exemple, j'ai retrouvé comme ça, moi qui travaille sur ce poète palestinien Rachid Hussein, j'ai trouvé un poème qu'il avait écrit sur Gaza, mon amour, Habibati Raza, et qu'il a écrit à un moment historique qu'on oublie un petit peu, en 56, qui représente la première occupation de Gaza par les Israéliens. Et donc voilà, donc il y a des choses, ces archives, bon, moi je vous encourage à les regarder. Et donc c'est vraiment intéressant de voir. Alors je sais, c'est pas nécessairement réfléchi, mais il y a une archive qui se met en place, que j'appellerais peut-être une archive littéraire, et il y a cette volonté de continuer à écrire, de continuer aussi à... Parce que pour écrire, il faut aller à l'école, il faut savoir lire et écrire, parce qu'avec la destruction des écoles, c'est pas évident. Mais il y a tout un mouvement aujourd'hui pour enseigner gratuitement. Donc, il y a un appel lancé aux enseignants autour du monde pour faire des enseignements en ligne. Il y a aussi l'université de Birzeit qui a sa page Rebuilding Hope pour Gaza et qui donc il y a plein de projets qui vont participer au maintien d'une production littéraire qu'on voit aujourd'hui comme ça en morceaux, et je trouve que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être que les Syriens avaient commencé le travail, mais les Razaouis ont donné un vrai sens à ce que j'appelle une production digitale en temps de guerre et de la mort. Merci beaucoup. Leïla, récemment, Monsieur Biden, avec ses lignes rouges, il a présenté un plan. Et ce plan pour cesser le feu, il a été positivement accueilli par certains de Hamas. Mais en même temps, on dit jusqu'à nos jours que, il faut faire pression sur Hamas pour qu'elle accepte ce plan. Où, où on en est? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre qui refuse le plan, qui le propose, qui le construit. Merci beaucoup, merci, bonsoir à toutes et à tous.
Je voulais aussi dire deux mots sur Afkar. Donc, je vais faire comme mes collègues. Moi, je n'ai pas écrit dans ce numéro, mais j'ai écrit dans le numéro de l'hiver 2017-2018. Et je voulais vous dire que j'avais une très belle expérience voilà, avec cette revue, de fluidité dans la communication, d'échange avec Gabriella et d'autres. Et voilà, c'est pas toujours facile d'écrire sur la Palestine et de soumettre son travail dans des revues. Oui. Elisabetta aussi, évidemment, que j'ai salué tout à l'heure. Et, euh, et voilà, et l'échange extrêmement fluide, et bon, ça date pas du 7 octobre, mais on sait tous que nos communications peuvent être, enfin, nos écrits peuvent être toujours retravaillés, toujours des mots ajoutés pour euphémiser, dire ce qu'on n'a pas voulu dire. Enfin, on se retrouve souvent avec des commentaires qui, en fait, édulcorent, en fait, nos propos, et évidemment, chez Afkar, il n'y a pas ça du tout. Et donc, j'ai été déçue de ne pas contribuer à ce numéro, mais en tout cas, je fais partie des Afkaristes d'antan. Et donc, ma dernière proposition pour Afkar, c'était donc en 2017. Et c'était un papier qui parlait en fait de l'accord d'octobre 2017 qui avait été signé enfin, un accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, dans lequel le Hamas remettait, on va dire pour la première fois officiellement, les clés de Gaza à Mahmoud Abbas. Et donc, j'essayais d'expliquer ou de montrer en quoi cet accord était en fait emblématique d'une stature politique du Hamas qui montre que le Hamas place bien en fait ses intérêts avant son idéologie, puisque cet accord s'expliquait par un rapprochement avec l'Égypte, qui était, on va dire, pas contre nature, mais en tout cas qui venait s'inscrire contre toute une dynamique de relations très envenimées entre le régime d'Al-Sisi et le Hamas. C'est aussi un accord qui montre que la position du Hamas n'est pas du tout statique vis-à-vis du pouvoir, que en fonction du contexte, on veut le garder ou le lâcher, etc. Donc il n'y a pas de projection sur un Hamas qui serait le seul mouvement qui serait attaché à une idéologie figée, mais au contraire, en fait, j'essaie de montrer que cet accord, il montrait bien que le Hamas évolue, il bouge, et surtout de déconstruire ces catégories de radical modéré qu'on applique souvent au Hamas, puisque c'est Yahya Sinwar qui avait poussé pour cet accord et qu'il avait même forcé au sein du Hamas, et c'est lui qui l'avait imposé. Et pourquoi je dis ça et pourquoi je parle de 2017 en deux mots avant de répondre à ta question, Salam. Je pense que c'est quand même d'actualité pour comprendre en fait le Hamas post 7 octobre et comment le Hamas en vient au 7 octobre. C'est-à-dire que on restitue ça dans un contexte de l'arrivée au pouvoir de Yahya Sinwar qui remonte à une période précédente de 2017, mais en 2017, il prend la direction du leadership de Gaza et il impose vraiment des nouvelles directions, des nouvelles orientations politiques. Et ça fait partie, en fait, lâcher et rendre le pouvoir à Mahmoud Abbas à Gaza, ça fait partie, en fait, de cette stratégie. Euh, et Yahya Sinwar a vraiment voulu, à partir de ce moment-là, euh, montrer en fait que tout ce qui colle au Hamas comme image de négativité en termes de politique intérieure, c'est-à-dire le Hamas est compliqué, ne veut pas d'un accord de réconciliation. En fait, c'est quand même assez tronqué dans la réalité, puisque Mahmoud Abbas, de toute façon, n'en veut pas. Donc, c'était la stratégie de Sinwar de pousser cet accord, pas tellement pour dire, bon, voilà, on est des super modérés, on rend le pouvoir, mais juste pour, d'un point de vue au regard des Palestiniens, de montrer que le premier opposant au retour de l'autorité palestinienne à Gaza, c'est Mahmoud Abbas. Donc ça, c'était sa stratégie. Et donc, le 7 octobre, après, le 7 octobre, c'est une stratégie aussi vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire on essaye de se décanter aussi d'une sorte de prise, enfin, le Hamas est donc dans une sorte de prison à Gaza, au sens où il est prisonnier aussi. Je ne parle pas d'une prison au sens de non seulement des Gazaouis qui sont prisonniers, bien sûr, mais d'une prison dans le sens où le Hamas n'avait plus aucune possibilité tactique d'évolution vis-à-vis d'Israël. Et en 2017, Sinwar aussi impose une série de réorientations sur bah, les manœuvres à adopter stratégiques, tactiques d'opérations militaires vis-à-vis d'Israël. Et à partir de cette date, on a vraiment
des offensives qui sont menées par le Hamas, donc un Hamas proactif dans l'affrontement avec Israël, qui n'est pas le cas auparavant. Donc une série de réajustements comme ça qui sont opérés par Sinoir dès 2017. Donc voilà, cet accord de 2017, il est précurseur dans, c'est ça, cette réorientation stratégique voulue, conçue par Sinoir, qui a aussi participé, contribué fortement à prenant conscience que le Hamas ne pouvait pas s'extraire de son label de terroriste, a basculé, en fait, a fait basculer la criminalisation vers Israël avec le 7 octobre. Non pas pour dire que tout était planifié et que le Hamas savait que voilà, un génocide allait se produire à Gaza, mais en tout cas, la stratégie, c'est bah, on est coincé, on ne peut pas sortir de cette image, donc travaillons sur la dégradation de l'image de l'ennemi plutôt que sur la réhabilitation de la nôtre. Euh, alors concernant le plan Biden, bah, pour répondre aussi dans la continuité de ce que disait Jean-Pierre Filu, je pense que il y a depuis le début une volonté de l'administration américaine de bon déjà enfin l'administration américaine est partie intégrante de cette guerre. Donc c'est pas un acteur neutre, j'aime pas ce mot parce qu'il est clairement pas neutre, mais il est engagé sur à tous les niveaux. Donc il est engagé militairement, comme vous le savez, sans l'aide américaine, il y a l'aide aussi européenne et arabe, hein, mais l'aide américaine est quand même voilà, la plus importante. Euh, il y a aussi le volet politique, parce qu'en fait, le volet politique et le dossier des négociations ne peut pas être déconnecté en fait de ce volet militaire. Et pour les Américains, toutes ces négociations qui se sont faites en fait sous l'égide d'autres médiateurs, hein, qataris, égyptiens, comme vous savez, euh, elle est fondamentale parce que elle permet aussi de systématiquement, hein, pour chaque mois, chaque accord, round de négociation, de dire le Hamas ne veut pas d'une négociation, ne veut pas d'une trêve. Et c'est ce que fait Blinken aujourd'hui ou hier, c'est ce que fait Biden au Conseil de sécurité. On demande au Hamas, alors même que les Israéliens le refusent, d'accepter. On demande au Hamas d'accepter. Donc, bon, ça, c'est un discours médiatique hein, qui fait partie de la propagande de guerre. C'est-à-dire, on explique au monde, aux Européens, que le Hamas fait partie intégrante du problème parce qu'il ne veut pas arrêter cette guerre. Or, bon, les propos du Hamas sur voilà, l'arrêt la recherche d'une trêve sont quand même clairs depuis le départ. C'est-à-dire, pas de trêve sans cesser le feu totale. Et c'est-à-dire, les Américains essayent toujours de négocier les termes, de chercher une zone grise pour imposer quelque chose par la force au Hamas. Ils n'y arrivent pas. Donc, bah, Biden, ça s'inscrit dans bah, c'est cette série d'accords, sauf qu'il y a eu un accord qui a été accepté par le Hamas en mai dernier, puisqu'en fait, c'était toujours les Égyptiens et les Qataris qui l'avaient proposé. Le Hamas l'avait approuvé, mais les Américains aussi. Et Israël l'avait refusé. Donc, la dernière voilà, proposition de Biden la semaine dernière, c'est bon, on va l'imposer différemment. Juste après le massacre de Nusayrat, reproposer un plan que le Hamas en plus accepte, hein, vraisemblablement. Ils ont pas parlé d'une acceptation totale. Hier, au Conseil de sécurité, si. Les jours précédents, ils avaient parlé d'une bonne proposition avec voilà, en disant que cette proposition était sur la bonne voie. Sauf qu'à chaque fois que les Israéliens reproposent via les médiateurs le plan, donc il est changé. Donc les Israéliens ont modifié le plan Biden tel qu'il a été reproposé au Hamas en enlevant l'ambiguïté ou en intégrant l'ambiguïté sur la cessation totale du cessez-le-feu. Donc c'est ça qui se produit à chaque fois et c'est infini, quoi. Merci beaucoup. Sénène, j'étais en Espagne il y a quelques mois et dans la ville de Cadix, il y avait le carnaval. C'est une fête très locale où les touristes se mettent à côté pour prendre des photos. Et le carnaval a commencé par une chanson que tous les gens qui étaient sur scène ont chanté, dont j'ai compris aucun mot, mais j'ai compris la Palestine. Et j'ai demandé à mes voisins de quoi il s'agit. On m'a dit c'est question de solidarité avec le peuple palestinien. Il y a quelques mois de ça, pendant qu'à Paris, on a arrêté les gens qui portaient le keffiyeh
qui avait un pins qui disait n'importe. On licenciait des journalistes, on licenciait des humoristes parce qu'ils ont critiqué, juste critiqué la politique israélienne. Je sais que les relations entre l'Espagne et le monde arabe est ancienne, et il y avait une histoire commune, mais j'ai pas quand même pensé que il y a l'extrême droite qui monte petit à petit, même en Espagne. Mais j'ai senti cette solidarité civique, j'allais dire, pas civile même, civique, au sein de la population. Et on a bien vu pendant la remise des prix du César espagnol, je ne sais pas comment. Goya, voilà, quand même. Moi, j'ai pensé à autre chose. Et tous les artistes avaient appelé pour le chef-feu en Palestine. Et ici, on a des artistes qu'on appelle les Arabes de service, qui se détestent eux-mêmes, qui montent sur scène pour dire il faut il- pourquoi tout le monde est solidaire avec les Palestiniens et personne n'est solidaire avec les otages israéliens. À savoir qu'en France, on ne parle que des otages israéliens. Il y a quelques jours, quand les Israéliens ont libéré 4 otages, ils ont tué 250 personnes et toute la presse française parlait de célébrer les 4 otages. Ça donne une idée de la situation très biaisée. Comment tu expliques cette position espagnole? Bon, je dirais que ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui est normal. Tout simplement, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui se passe ailleurs. Euh, euh, il n'y a rien de spécial en Espagne. C'est vrai que, bon, je pense que je sais pas, les monuments islamiques le mieux soignés depuis toujours sont ceux qui sont en Espagne, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose qui est positivement apprécié, disons, non? L'héritage commun, etc., etc., non? Mais disons que non, il n'y a rien de spécial. C'est peut-être ailleurs où il y a des choses spéciales. Parce que c'est évident ce qui est en train de se passer. Alors, non, Mais est-ce que la droite, pas l'extrême droite, la droite espagnole partage les mêmes positions? probablement il y a, c'est pas les mêmes positions, mais c'est pas les positions que prennent la droite dans d'autres pays. Non, il n'y a pas grande différence sur ce point-là. Non. Il y a des exemples partiels de toute manière, non? Mais disons que, bon, ce qui est important à ce moment, c'est que bon, il y a toujours, disons, une approche espagnole qui est partagée par la population et aussi bon, et qui est menée de l'avant par le gouvernement pour essayer de faire quelque chose pour entamer, bon, je sais pas, un processus de, je dirais pas de paix, mais de pacification de la situation quand même et de pouvoir arriver à une certaine négociation d'une manière ou une autre qui était impulsée par, par le gouvernement espagnol et par le président Pedro Sánchez et son ministre des Affaires extérieures et qu'ils ont donc lancé ces pourparlers il y a déjà quelques mois. Ils sont allés au Caire avec la Ligue arabe, ils ont négocié aussi avec la conférence islamique, puis ils ont porté l'affaire à Bruxelles, la commission, bon, l'Union européenne, disons, a écouté, a pris des positions un peu plus raisonnables. Josep Borrell est dans cette même ligne, etc., non? Et bon, on a vu dernièrement ce nouveau pas qui a été la reconnaissance formelle de l'État d'Israël, pardon, l'État de, l'État de Palestine. Euh, on a dit
que c'était quelque chose de simplement symbolique, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a un point précis qui est très important, à mon avis, et qui explique l'affaire, c'est que après Oslo, euh, le résultat n'était pas bon. C'est-à-dire, il y avait une asymétrie importante. Euh, les Palestiniens ont reconnu Israël, mais Israël n'a pas reconnu la Palestine, mais l'OLP, et on a établi l'autorité palestine. Mais pas la Palestine, pas la Palestine comme État d'ailleurs. Alors il faut corriger ça, parce que c'est une asymétrie, euh, c'était un piège en fait à ce moment-là que Arafat a accepté pour préserver sa position et sa position de l'OLP, etc. Bon, ça serait peut-être compliqué. Et la manière de corriger ça, c'est de, oui, on tient à ce qu'il y ait la solution de deux États, si impossible que ça puisse sembler aujourd'hui, avec, on dit, ce gruyère qu'on a converti la Palestine avec tellement de checkpoints, de colonies, etc., etc. Et puis la destruction de Gaza. C'est incroyable, hein? Il y a, oh, je lisais des statistiques disant que la complète destruction de Dresden à la mars de 1945, en fait, c'était 20% de Dresden, tandis que à Gaza, c'est plus de 90%. Alors, c'est beaucoup plus. Il n'y a aucune. Euh, et que je lisais aussi euh, des gens experts qui disaient que l'effet de tous les missiles et les bombes, etc., qui ont été lancés à Gaza était l'équivalent de deux bombes atomiques comme celle de Hiroshima ou de Nagasaki, non? Alors, c'est vraiment une destruction éradicatrice, non? Et donc, si impossible que ça puisse sembler, la seule solution, c'est de revenir à la solution des deux États, corriger cette erreur qu'on a commise finalement en acceptant de reconnaître Israël sans que ça ait reconnu en même temps euh, euh, la Palestine par Israël. Et pour remplacer cela, il faut revenir à ce que on n'accepte pas l'effet accompli et que les faits accomplis ne peuvent pas devenir légal et que finalement on doit revenir à la loi internationale, non? Et donc pour la loi internationale, la reconnaissance d'un État est le fait constitutif en fait, autant que la déclaration au plus d'un État. C'est pour cela que c'est pas quelque chose de symbolique. C'est très important. Et bon, je pense que cet exemple qui a été, pour l'instant, c'est une majorité énorme des pays des Nations Unies, d'ailleurs, qui reconnaît l'État, comme vous le savez bien, l'État de Palestine. Mais au sein de l'Union européenne, comme vous le savez bien aussi, tu viens de le remarquer, pour le cas ici en France, il y a une grande division. Il y a les Allemands qui sont toujours craintifs d'être accusés des péchés de l'histoire. Il y a, bon, la citation péculière en France, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, il y a des minorités importantes, mais quand même. Euh, mais je pense que le pas qui a été fait par l'Espagne et par l'Irlande et par la Norvège, c'est un pas important. Pardon. Oui, oui, et la Slovénie aussi. Et donc, c'est un pas important parce que c'est le rappel que finalement, l'effet accompli ne suffit pas et que la légalité internationale, finalement, doit peser et doit faire revenir les choses à un niveau, disons, de justice quand même raisonnable. Merci beaucoup. Jean-Pierre, maintenant, avec le changement sur les paysages politiques européens au niveau des dernières élections, avec l'arrivée en force de la droite et l'extrême droite,
Et comme par hasard, la droite et l'extrême droite européenne, qui est presque antisémite à l'origine, comme Orban et compagnie, ils sont les meilleurs amis du gouvernement de Netanyahou. Qu'est-ce que tu penses que ça va refléter ce qui s'est passé hier comme résultat européen sur la gestion européenne de la question palestinienne ou du conflit? Bon, soyons sérieux à ce stade, hein. On parle du Parlement européen où les équilibres, quand on regarde le résultat du Parlement européen, n'ont pas changé de manière spectaculaire. Et quand on se rappelle que c'est pas vraiment au Parlement européen que se fait la diplomatie européenne, ça relativise sans doute ta remarque. Moi, je suis toujours convaincu, comme je l'avais exposé ici en écho de mon livre, que c'est à l'Europe qu'il reviendra de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Hein. Les Américains ont complètement abdiqué leur rôle de médiateur, à supposer que c'est pu être un médiateur honnête, ce sur quoi j'ai beaucoup de doutes. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Leïla Sera, ils sont en situation de co-belligérance à Gaza. Hein. C'est pas du tout un partenaire même euh, euh, impliqué. Non, c'est de la co-belligérance. Hein, vu que c'est en fonction des livraisons américaines d'armes qu'est calée, cadrée l'offensive en cours. Donc, l'ONU, bien sûr, il faudrait que l'ONU se saisisse, mais on ne voit pas à partir du moment où une des deux parties au conflit invalide l'ONU, stigmatise l'ONU, déchiquette la charte de l'ONU à la tribune de l'ONU, laisse des bureaux de l'ONU pourtant protégés par toutes les conventions de Vienne et toutes les protections internationales être attaqués avec des débuts d'incendie à Jérusalem-Est. Je ne vois pas comment l'ONU pourrait devenir l'instance. Alors on pourra se référer aux décisions de l'ONU, on pourra se référer aux résolutions de l'ONU. Donc ce sera l'Europe parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'Europe. Et parce que l'Europe est la seule instance qui puisse, aussi bien auprès des Israéliens que des Palestiniens, avoir des instruments à la fois de persuasion et de pression. Hein, voilà. Donc, c'était déjà compliqué avant, ça l'est peut-être un petit peu plus depuis le 9 juin, mais ça ne change rien à l'analyse de fond. Merci. Madame Saïdia, nous allons recevoir bientôt, à la rentrée peut-être, des archéologues qui vont nous parler de la destruction du patrimoine à Gaza. Actuellement, qu'est-ce qui reste? Vous avez décrit une situation catastrophique. Génocide humain, mais génocide aussi sur l'infrastructure, sur tout ce qui peut être, il peut incarner la vie. Et là, entre parenthèses, ça me rappelle exactement la stratégie du régime syrien. Parce qu'on détruit les écoles, on détruit les boulangeries, on détruit les théâtres pour détruire les raisons de vie, pas seulement les vies elles-mêmes, mais les raisons pour lesquelles les gens vivent. Alors, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui peut rester de la culture à part les écrits et les témoignages? Alors, c'est une question, merci beaucoup pour cette question. Elle est, enfin, je sais pas, je peux pas, enfin, on peut pas répondre comme ça simplement parce que peut-être qu'il faut repartir un peu plus loin, en fait, au moment de la Nakba. Et qu'est-ce que ça voulait dire aussi la destruction de la culture palestinienne? Parce que lorsqu'on parle, alors je reviendrai sur la ligne rouge, hein, parce que justement, la littérature palestinienne ou la culture palestinienne est question, il est question de la ligne rouge, hein. Mais elle ne commence pas aujourd'hui, en fait. C'est que cette ligne rouge, elle a toujours été dépassée. Israël a toujours voulu faire ce qu'elle voulait. En 49, en 40, en 47, 48.
Elle prend plus de territoire en 67. Enfin voilà, ça ne s'arrête pas. Et il n'y a pas que cela. Je veux dire, dans la littérature palestinienne, on va encore plus loin. Le mandat britannique. Right. On retrouve les événements de Nabi Moussa en 1920, c'est-à-dire que ça a toujours été le lieu où on peut voir cette ligne rouge exprimée et en même temps on voit la destruction effectivement de toute cette culture. Mais alors pourquoi je parle d'abord 1948? Parce que la création de l'État d'Israël et la destruction moi je parle toujours de la destruction de la Palestine ou l'ancienne Palestine, il ne s'agit pas juste de ces images de gens qui partent avec des sacs sur le dos, hein, peu d'affaires, pour aller au Liban et vers d'autres camps, etc., ou Gaza. Mais il y a eu une entreprise de détruire la culture palestinienne. On a détruit physiquement les locaux de la presse. Je vous donne l'exemple de Khalil Baidas, qui était un grand intellectuel et c'est lui en fait le père du roman moderne palestinien. Il a fui à pied. C'était un vieil homme. Il a fui à pied. Il est mort quelques mois après. Leurs archives ont été volées. Sakakini, les archives, on les trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Et elles sont là, dans les cartons. On peut tomber sur des ouvrages et c'est comme ça qu'on peut retracer parce que moi, quand j'arrive à prendre un ouvrage, je vois c'est appartenu à Khalil Baidas ou c'est appartenu à Najat Setri ou voilà, c'est à travers même ces archives-là, ces petits éléments, on voit le degré de la destruction culturelle. Mais ce qui est intéressant en même temps pour les Palestiniens, ça a toujours été un mouvement aussi de se reconstruire à chaque fois et de se préserver, d'éduquer d'écrire. Et surtout, ça passe par l'éducation. C'est-à-dire que il y avait les écoles Ninerois qui formaient. Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux, enfin, par tout cet appel pour former par Zoom, etc., etc. Donc après, c'est pour ça que je dis la question, elle est très difficile à répondre en fait. Mais on verra comment ils peuvent. Physiquement, les archives sont détruites, tout est détruit. Qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas. Ils se trouveront certainement un moyen. Je voulais juste, je veux réagir, parce que c'est vrai que je travaille sur la littérature, la culture, mais quand même avec un contexte politique. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, il faut peut-être remettre en cause le mot paix, le mot Europe. Moi, quand j'ai vu l'Espagne, j'ai pensé à la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne aussi, elle a une histoire. Et par ailleurs, quelques Palestiniens ont été dans les brigades internationales qui ont été combattre le fascisme en Espagne. Donc, il y a une espèce de mémoire, peut-être. Moi, c'est à ça où j'ai pensé quand j'ai vu le stand de la enfin, politique espagnole. Mais ce que les Palestiniens, du moins, et je le vois moi dans la littérature, ce que la littérature leur offre, c'est la souveraineté qu'ils n'ont pas. Maintenant, un État, deux États, 18 000 États, c'est à eux de décider. C'est à eux. Et ce qu'on a nié aux Palestiniens, c'est la souveraineté. Parce que c'est quoi un État? C'est le Muqattara? C'est ça l'État? Non. On sait ce qu'ils ont fait avec le Muqattara. On sait ce qu'ils ont fait avec Arafat. On sait que tous ces dirigeants ont toujours été des terroristes, même s'ils étaient amis la veille. Et quand même, Arafat a été humilié jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Il est mort quand même ici en France, pas en Palestine. Donc, je crois qu'il y a, il y a, il y a, il y a toute une... il faut écouter les Palestiniens dans le sens où, moi je le vois dans la littérature, dans leur culture, mais il faut les écouter. C'est à eux de décider de comment ils veulent exercer leur souveraineté et mettre fin au dépassement de la ligne rouge, et j'insiste, qui ne commence pas aujourd'hui avec Gaza, mais qui a été là bien avant 1948. Je dirais peut-être avec le démantèlement de l'Empire ottoman et le mandat britannique, etc. Je ne suis pas historienne, hein, je laisse aux historiens, mais on peut quand même voir ça et les Palestiniens réclament ça. Merci. Je vous signale que, parce que je vais passer en revue quelques articles, mais pas tous, pour ne pas prendre trop de temps. Mais l'article de Sadia, dans le dernier numéro, porte comme titre, parce on a pris plusieurs approches aux affaires de Gaza et de la Palestine, porte comme titre Littérature palestinienne entre esthétique, exil, guerre et mort, par Saida Agnus Weinstein. Voilà, alors vous avez toute une série d'articles
qui peut-être pourront nous aider à comprendre ce qui est incompréhensible. Merci beaucoup, Sinan. Et en parlant de la destruction des documents et des archives, les Israéliens, quand ils ont envahi Beyrouth en 1982, la première chose qu'ils ont fait, avant même de faire quoi que ce soit militairement, ils ont volé les archives du Centre d'études palestiniennes à Beyrouth. Quand on a peur de la culture et des écrits, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne peux pas dire. Là, enfin, on termine avec ça avant de donner la parole à notre public, cher public. Maintenant, il y a Biden, ligne rouge, refus, acceptation. Tu penses que les choses ont vu des dernières évolutions, qu'on va, que ça va continuer dans la périsson où il va y avoir une ouverture même relative de pacifier, pas de faire la paix. Oui, paix. Donc, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit et répondre indirectement à ta question, parce que les questions de pronostic sont pas toujours, n'ont jamais été mon point fort. Je dirais que, alors Europe, je ne sais pas s'il faut remettre en cause le mot Europe, paix, c'est certainement. Euh, En tout cas, sur la question de la reconnaissance, je pense qu'il faut distinguer les processus de reconnaissance, enfin tout ce qui est bilatéral en fait, l'Espagne qui reconnaît la Palestine, d'une reconnaissance pleine et entière aux Nations Unies. C'est clairement différent comme principe. Et ce que les Palestiniens souhaitent, c'est évidemment la pleine reconnaissance entière aux Nations Unies, puisqu'on passera, enfin ça permettra aux Palestiniens d'être un État face à un autre État. Donc c'est un État occupé. On n'est plus en train de parler de territoire occupé, mais d'État occupé. Donc c'est ça l'enjeu. Après, c'est vrai que l'ONU, on compte pas trop dessus, évidemment, puisqu'il y a le blocage au Conseil de sécurité. Mais voilà, on se dit que si un pays comme la France, par exemple, était amené à reconnaître la Palestine, reconnaître encore une fois, hein, reconnaître dans ses frontières de 1967 et pas une reconnaissance qui serait... Le plan Trump reconnaissait la Palestine aussi, hein, donc reconnaissance, il faut savoir ce qu'on cache derrière. Mais si la France était amenée à faire le même pas que l'Espagne, elle pourrait ensuite aller plus loin. Enfin là, on fait un peu des plans sur la comète, hein, si la gauche arrivait au pouvoir. Mais pour ce qui est droite-gauche, en fait, c'est quand même un peu plus compliqué, parce que comme le disait d'ailleurs le député David Guiraud l'autre jour chez nous, c'est que le soutien à la Palestine n'est pas du tout dépendant enfin, d'un clivage droite-gauche, hein, puisque comme vous savez, le PS, le PC en France sont toujours, enfin, ont toujours été très sionistes. Hein, donc c'est compliqué d'y voir. Mais en tout cas, voilà. Aussi. Oui, enfin, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur, voilà, dans des considérations gauche-droite, mais en tout cas, c'est vrai que le mot paix est extrêmement problématique et est lié, comme tu disais, Sardia, à la question de la destruction des archives, évidemment, de la Nakba, mais aussi articulé avec la question d'Oslo, parce que qu'est-ce qui se passe avec Oslo? Oslo, avec la paix renouvelle en fait ces discours hégémoniques israéliens de désindigénisation des Palestiniens et d'indigénisation en fait des Israéliens qui ne passent plus pour des colons mais qui passent pour les vrais indigènes. Donc c'est ça l'enjeu de la destruction des archives, c'est détruire évidemment l'identité palestinienne et ne pas leur laisser la place historique qu'ils occupent sur cette terre. Avec Oslo, on change de registre parce que ce registre-là n'est plus tenable et on passe justement à la paix. Et la paix devient un des mots, MAUX aussi, hein, de la destruction. Et donc, depuis au moins une vingtaine d'années, la plupart des chercheurs ont remis en cause ce paradigme de la paix, ou en tout cas qui était camouflé derrière une idée de conflict resolution. On va résoudre ce conflit en faisant du state building, en amenant du développement, etc. Donc, voilà, voilà, l'idée de dire que certes, enfin, on peut parler d'un État, deux États, comme tu le disais, c'est aux Palestiniens de décider, mais pas d'un retour à Oslo, puisque le retour à Oslo a évidemment cette problématique qu'il faut absolument éluder. Et l'autre problématique qui est liée évidemment Oslo à la question internationale, c'est qu'Oslo était
chapeauté par les États-Unis qui ne sont pas un partenaire possible, enfin un négociateur, qui n'ont pas de place de négociateur. Et je pense que le 7 octobre a suffisamment montré que les États-Unis doivent être, enfin, sortir du jeu de la négociation, même si ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne sont pas un négociateur, quoi, ne sont pas à cette place. Merci beaucoup. Merci pour tous les intervenants et les intervenantes. Maintenant, je prends les questions de la salle. Je vous prie d'avoir des courtes questions et dire, si vous voulez, à qui vous les adressez pour qu'on puisse donner la parole tout de suite à la personne concernée pour répondre. Ici, et ici, ici. On prend les premiers trois. On commence par madame, s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup à vous tous, mais je m'adresse à Laila. Laila? Oui. Je suis vraiment contente que vous avez parlé de Hamas d'une manière que je n'entends jamais. C'est-à-dire que normalement, on l'entend Hamas comme figé dans cette posture de, vous savez. La question, c'est que par rapport à ces négociations qui n'aboutissent pas, ce qui me semble typique pour Israël, ils sont toujours en train de reporter, de gagner du temps, du temps, du temps. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas compris que Netanyahou n'allait jamais accepter l'accord. Jamais, même le premier. Même le premier. Euh, et comment vous voyez par rapport à aux élections chez moi aux États-Unis, par rapport à surtout ça, est-ce que Netanyahu va attendre Trump? Et même si Trump ne passe pas, comment vous envisagez le processus des accords qui n'aboutissent pas? Qu'est-ce qui peut changer la donne? Oui, merci. Deux petites questions. La première question concernant la ligne rouge. L'analogie, enfin, je me pose la question, avec la Syrie, c'était un ennemi déclaré, tandis que là, c'est un allié des États-Unis qui franchit une ligne rouge. Donc, comment vous interprétez les conséquences de cette question? Et ma deuxième question concernant la reconnaissance, on parle de reconnaissance de l'État palestinien, mais la question qui se pose, c'est comment reconnaître le Palestinien, c'est-à-dire pour le moment, le Hamas, qui est un acteur palestinien majeur, est considéré par beaucoup d'autorités comme, comme une organisation terroriste, et donc, avec lequel on ne discute pas. Donc là aussi, il y a une problématique de fond dans l'approche de la reconnaissance des Palestiniens. Merci. Moi, j'ai une question pour Monsieur Philu. On entend beaucoup que les régimes arabes soutiennent la destruction totale du Hamas. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Et dans le contexte de la détente entre justement les régimes arabes et l'Iran, est-ce que ça peut réhabiliter le Hamas aux yeux de ces régimes? Merci. On retourne à nos invités. Jean-Pierre, peut-être. Donc, sur la dernière question, oui, alors vraiment, j'insiste, hein, ce qui compte, c'est ce qui se passe en Palestine. Même si on est tous tentés de faire de la géopolitique plus ou moins affinée. Les régimes arabes ne se soucient que de leur peau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Hein. Donc, de là à faire des régimes arabes, des parties prenantes au processus de destruction en cours, ce seront des parties passives. D'ailleurs, on voit bien aucun d'entre eux n'a vraiment réagi activement et efficacement. Hein. Mais ça ne fait pas partie d'un grand plan. Ah, ils veulent détruire le Hamas. Non, le Hamas existerait, le Hamas n'existerait pas.
c'est pas ça qui les empêche de dormir, hein. Et donc, dans le cadre de leur tractation avec l'Iran, c'est absolument pas un point essentiel, d'autant que pour l'Iran, c'est absolument pas un point essentiel. Il faut qu'on arrête de faire du Hamas une marionnette de l'Iran. Le Hamas a mis la République islamique devant le fait accompli le 7 octobre 2023. L'ayatollah Khamenei ne pardonnera jamais au Hamas ce crime de lèse-majesté, vu que, comme chacun sait, la nostalgie impériale des ayatollahs est profonde. Donc l'idée qu'une bande d'Arabes quelque part pourrait reprendre la main sur le calendrier et faire de la grande puissance éternelle un acteur secondaire, ça c'est inacceptable, hein. D'ailleurs, ça ne marche pas très très bien entre depuis. Donc, les régimes continueront de faire leurs accords de régime. L'Iran, c'est un régime, hein. C'est pas une institution représentative du peuple iranien. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, non seulement on n'a pas pu se présenter normalement à la présidentielle iranienne, mais même ceux qui ont pu se présenter ont été soigneusement sélectionnés par le Conseil des gardiens, ça ne s'invente pas, qui n'a gardé que six, euh, dire qu'ils sont ayatollahs compatibles, c'est un euphémisme. Ils sont compatibles avec la ligne le plus dure du régime. Donc, on est face à des régimes qui ont des raisons de régime et un des prismes le plus dérangeant, pas dire perturbant des géopolitiques en cours, c'est de faire comme si ces régimes étaient représentatifs de leur peuple et de leur nation, ce qu'ils ne sont absolument pas pour aucun d'entre eux. Oui, pour rebondir aussi sur cette question, on se souvient aussi que Arafat était déjà qualifié de suppôt de l'URSS, en fait. C'est les mêmes logiques qui prédominent 30 ans après, où on est toujours poussé à qualifier un acteur palestinien dominant de marionnette d'une puissance. Donc, j'irai vraiment dans le même sens. Et pour répondre, et ça répond indirectement à la question de la reconnaissance, parce que la reconnaissance de l'État de Palestine n'a rien à voir avec le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas peut rester et des pays peuvent reconnaître la Palestine. C'est deux choses différentes. La gestion du pouvoir à Gaza par le Hamas n'a jamais dérangé personne, même pas les Israéliens qui l'ont voilà, laissé faire, si ce n'est encouragé hein, d'une certaine manière. Et si c'est pas le Qatar qui continue de payer les fonctionnaires à Gaza, ça sera les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, donc il y a pas du tout d'axe idéologique clair entre l'Égypte, Abu Dhabi, Riyad, comme justement on essayait de projeter à l'époque en 2017. Justement, l'accord, le fameux accord de 2017 qui était parrainé par les Égyptiens montrait bien qu'il n'y avait aucun axe cohérent qui serait voilà, un axe anti-Hamas où voilà, Mohamed Ben Zayed se couche le soir, il s'en moque, on va dire. Enfin, je ne sais pas jusqu'où il s'en moque, mais il y a vraiment pas de cohérence idéologique sur ces axes et la reconnaissance de l'État palestinien n'est pas liée au Hamas. C'est deux choses différentes. Euh, pour répondre à votre question, madame, même si c'est difficile, encore une fois, hein, de présager de l'avenir, mais je dirais, euh, moi, je dirais pas que dès le départ, on sait que Netanyahou, oui, dès le départ, on sait que Netanyahou, au départ, on était dans une lecture de vengeance. Donc, on se disait, bon, il y a eu 1000 morts ou un peu plus de 1000 morts en Israël, il faudra que les Israéliens fassent tant de morts palestiniens parce qu'il faudra se venger. Puis après, on a été dans d'autres lectures en se disant finalement, c'est prémédité, les Israéliens veulent réoccuper Gaza. En tout cas, ce qui est quand même assez clair, c'est que le blocage est quand même lié à la personnalité de Netanyahou. Personne n'a aucun doute dessus. Pas parce qu'il aurait une personnalité plus radicale qu'un autre, mais tout simplement parce qu'il veut rester au pouvoir. Et donc, cesser la guerre lui fait perdre le pouvoir. Il y a des élections anticipées, il perd la main et c'est terminé pour lui. Et ça peut être même plus grave que perdre uniquement le pouvoir. C'est peut-être un des premiers facteurs qui explique pourquoi la guerre continue. Après, l'autre facteur, c'est évidemment, je pense que
c'est une gestion en fait des massacres. C'est-à-dire que la négociation permet à Netanyahou de faire son offensive à Rafah. La négociation est juste avant et on fait l'offensive. De la même manière que le massacre de Nusayrat arrive aussi à un point. Donc quand on regarde le calendrier, on voit que c'est vraiment intimement connecté. Et donc c'est un management des massacres plutôt qu'autre chose. Ça, c'est le deuxième facteur, je dirais. Après, il y a évidemment beaucoup de lectures. Alors, je ne sais pas si c'est des lectures complètement valides, mais moi, j'irais quand même dans ce sens de réoccupation militaire de la bande de Gaza, qui est quand même assez évidente, on va dire, quand on regarde les plans qui sont proposés, même si certains s'y opposent. Gantz, voilà. On connaît les dissensions au sein du cabinet de guerre. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même jusqu'à l'occupation de Rafah, qui est quand même symboliquement avec je veux dire, l'édification du drapeau israélien au point de passage de Rafah, c'est quand même symbolique. Enfin, justement, c'est pas symbolique pour le coup, mais c'est quand même un signe clair d'une réoccupation en fait, qui doit s'inscrire sur le temps long d'une occupation coloniale qui n'a jamais cessé. Donc, Une autre. Oui. C'est pas une question, c'est une remarque et une question. Je salue l'attitude très digne et courageuse de l'Espagne euh, et aussi d'autres pays européens. Et je voudrais vous demander, enfin c'est une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette dynamique soit élargie au reste de l'Europe, même si c'est pas toute l'Europe, mais tout au moins une partie de l'Europe? Bonsoir. J'ai une question à monsieur, je ne sais pas sa fonction, oui. L'antisémitisme, le produit de l'histoire de l'Occident et de la modernité en général. Est-ce que ça vous choque euh, allô? Oui. Est-ce que ça vous choque que cet antisémitisme occupe une place moins importante dans les autres cultures, comme la culture arabe, latine, chinoise, indienne, etc.? Est-ce que l'antisémitisme est quelque chose d'universel ou doit être universel? Je ne sais pas si peut-être à Monsieur Filliot, peut-être à vous, Madame Sadia. C'est- Et on a l'impression aussi, deuxième question, on a l'impression aussi dans la sphère publique française, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie en fait entre l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, etc. Donc, quel commentaire par rapport à cette mise en hiérarchie? Comment finir avec cette histoire? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est dangereux cette histoire ou pas? Et juste une troisième question à Madame Leïla. Euh, euh, pour Hamas, il y avait un calcul humanitaire par rapport à son peuple quand il préparait l'attaque de 7 octobre. C'est ça la question. Merci. On a terminé les questions, je crois, parce que on est déjà à 8 heures. On va prendre quelques questions sur Zoom. Alors, il y a deux questions sur Zoom, une qui porte plutôt sur le champ académique. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir sur la couverture française du conflit à Gaza? Je trouve cette couverture calamiteuse en général et à tout le moins ultra biaisée. Il y a des exceptions, bien sûr, je parle des médias mainstream. Dans le champ académique, il y a des effets de censure considérables. Comment fait-on pour sortir de ce cadre et de faire advenir une forme de justesse dans la manière de parler du conflit? Donc, ça, c'est la première. Et la deuxième de Rosemonde Lefort. Une question pour Leïla. Merci pour votre présence et vos travaux. Les syndicats palestiniens ont adressé un message demandant au soutien en Occident de leur lutte d'agir pour le blocage des exportations d'armes. Comment le monde universitaire peut-il soutenir et visibiliser les mobilisations répondant à cette demande mise en œuvre par le réseau activiste Palestine Action notamment, dans un contexte de répression et de fascination en France notamment? Oui, pour vous répondre, madame.
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde devienne normal? Je disais avant, hein. Non, parce que je trouve que ce qu'on est en train de faire en Espagne, la manière de voir les choses qui se passent au Moyen-Orient, c'est la manière que j'appellerais normale. Ce qui n'est pas normal, c'est le voir euh, tel qu'on le voit par des prismes trop colorés qui déguisent la réalité. Non, mais en fait, je vais vous dire la suivante chose. Euh, Ce que nous est en train de faire pour essayer de ce que ce soit l'Europe en tant que telle qui prenne une position, disons, plus normale. Euh, et ce n'est pas une question d'opinion maintenant, hein. C'est pas une question quelle serait la préférence ou non, etc. Non, mais ce qui est le plus faisable. Et cette démarche qui est en cours, parce que ce n'est pas des actes isolés, hein, la reconnaissance de l'État d'Israël, ou c'est pour parler qu'il y a eu avec la Ligue arabe, ou au sein du Conseil de l'Union européenne, etc. Non? Euh, c'est vrai que Hamas ne sera pas un interlocuteur à ce point-là. Hmm. Et l'idée, c'est plutôt on sait bien que l'autorité palestinienne a perdu je dirais pas sa légitimité, si vous voulez, mais disons son prestige. Et ça, parce que, en fait, ils ont été obligés d'administrer des choses sans aucun moyen pour le faire avec des limitations plus qu'extraordinaires, hein. J'en suis même personnellement témoin. J'étais le directeur de la coopération espagnole du temps où il y avait encore le président Arafat. Et bon, même en ce temps-là, qui était le moment d'espoir après Oslo, etc., on voyait qu'ils on faisait semblant comme s'ils allaient administrer la situation, mais en fait, ils ne pouvaient pas du tout, hein. Euh, euh, mais il faudra que ce soit l'autorité palestinienne, d'une manière ou d'une autre, reconstruite, ou en tout cas, et on ne peut pas faire les élections maintenant, parce que ça a donné des résultats, disons, euh, qui ne correspondent pas aux possibilités dans la réalité. Alors d'abord, il faudra, point numéro un, qu'il y ait un armistice quelconque, une manière d'arrêter la guerre, ce qui est déjà jusqu'à ce moment absolument impossible, parce qu'il y a d'autres qui veulent la destruction totale, non seulement physique. Mais il faudra que la violence s'arrête. Il faudra qu'il n'y ait pas la répétition de l'occupation par des colonies israéliennes à Gaza. Il faudra que, d'une manière ou d'une autre, il y ait un gouvernement, je sais pas, technocratique ou comme que ce soit, qui prenne en charge l'administration de ce qui reste à Gaza. Et il faudra qu'après un grand effort de la communauté internationale pour aider les Palestiniens à reconstruire le pays, il puisse y avoir des élections de l'autorité palestinienne à un moment où bon, les conditions sont euh, complètement différentes de ce qui est aujourd'hui. Ça, c'est des pipe dreams, hein? Mais c'est le seul chemin possible. Alors, je ne sais pas si ce pipe dreams peut tourner le rêve en réalité ou pas, mais il n'y a pas d'autre chemin. Euh, je vais essayer de répondre peut-être à deux questions sur le milieu académique et sur la Shoah ou l'Holocauste. Alors, dans le milieu académique, effectivement, il y a eu ce que j'appellerais, peut-être c'est un grand mot, pression énorme au moment après le 7 octobre. Donc, il était juste impossible de s'exprimer.
il y a eu des collègues qui sont passés en commission de discipline, dénoncés sur les plateformes comme soutien au terrorisme, etc. Donc, ça a été quand même une période assez traumatisante pour ces collègues et pour les jeunes, etc. Mais je pense que la mobilisation des étudiants, ou ce qu'on appelle encampment, sur les modèles des très courageux étudiants américains dans les campus américains, et qui, c'est des modèles aussi qui, je pense, vous avez ça aussi en Espagne, il y a aussi en Belgique, etc., a quand même fait comprendre aux différentes, peut-être, hein, là peut-être que je suis un peu trop optimiste, hein, comprendre différentes directions des universités, qu'il vaut mieux laisser tout le monde parler pour avoir la paix. Voilà, j'utiliserai le mot la paix, que de supprimer et réprimer une partie et surtout la partie pro-palestinienne. Et donc, on commence à voir des articles, on commence à voir aussi, bah, il y a l'INALCO, par exemple, le CA de l'INALCO qui a voté une motion en soutien, en dénonçant aussi les conditions à Gaza. Il y a l'ENS de Lyon aussi qui a aussi voté des choses. Donc, il y a le HESS, on est en négociation avec eux pour donner la place justement à la question de la Palestine. Je suis d'accord avec vous, on revient toujours à la question de la Palestine et Gaza. Donc il y a des choses qui se font, mais que je voudrais souligner, que c'est vraiment là où je vois le fruit des mobilisations des étudiants et aussi soutenu par les syndicats et certains enseignants. Juste avant d'arriver à la question de la Shoah, sur la question de quand j'ai parlé de l'Europe, redéfinir l'Europe, on voit aujourd'hui quand même, même si l'extrême droite n'a pas fait un score énorme, quoique c'est la France hein, quand même qui a fait monter les statistiques de l'Europe, ils sont pas tous d'accord. Macron qui parle de guerre et envoyer nos enfants se battre en Ukraine, etc., etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a toujours vu euh, l'Europe, l'Amérique du Nord jouant ce rôle de les raisonnables, ceux qui ont les afkar, les sages. Mais en fait, il y a quelque chose qui change. Une anecdote. Je rencontre une voisine d'origine tunisienne, elle me dit, hey, les Arabes, ils font rien. Je lui dis, bon, tu me parles des Arabes, alors qu'il y a un pays où il y a une majorité noire qui s'appelle l'Afrique du Sud, et c'est eux qui portent aujourd'hui la voix de Gaza. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Il ne faut pas oublier que c'est l'Afrique du Sud qui a été à l'avant. C'est pas la France, c'est pas l'Espagne. Je salue hein, la position de l'Espagne, bien sûr. Et j'apprécie beaucoup votre point de normalité. Vous dites situation normale par rapport à ce qui est anormal. Donc voilà, je sais, c'est pas pour, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais il y a quelque chose sud quand même qui se passe. Donc, dans les pays arabes, qu'est-ce que ça veut dire les pays arabes? Qu'est-ce que ça veut dire l'espace arabe? Chaque pays est différent, chaque politique est différente. Le Maroc, c'est intéressant de prendre le Maroc. Le Maroc, c'est le pays où la population est sortie en masse. Ça, c'est important. Et écoutez les chansons dans les stades. Il faut que les sociologues aillent faire et les anthropologues aillent dans les stades. Parce que là, c'est non seulement un soutien à Gaza, ils ont détourné les chansons contre le régime marocain, mais en critiquant les régimes arabes. Et donc, c'est très intéressant. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi au sein des populations, mais on n'a pas d'écho parce qu'on pense à cette population d'une manière générale. Il faut voir, le Liban, en ce moment, les universités, elles sont très, très mobilisées, alors qu'on dit depuis longtemps que les Libanais, on en marre des Palestiniens. Donc, c'est très, voilà, il faut voir pays par pays et qu'est-ce qui se passe au niveau des populations. Je termine sur la question de la Shoah. Bon, la destruction euh, en masse des Juifs d'Europe, comme l'a souligné Roll Hilberg, c'est passé en Europe. D'accord. C'est les Palestiniens qui payent pour ça. Et la plus grande mémoire de ces plus de ces millions de Juifs qui ont été détruits, c'est en Palestine. C'est Yad Vashem. Right? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que l'État d'Israël a été construit sur cela. L'État d'Israël a utilisé cela bien plus tard. Ça, c'est une autre question. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelques nationalismes aussi arabes qui ont soutenu, notamment en Irak, hein, qui ont soutenu aussi Hitler ou le fascisme. C'est pas massif, hein, etc. Donc, encore une fois, il faut voir les nationalismes arabes dans chaque situation, etc. Mais il y a une chose intéressante à voir. Je pense que c'est pas ça la question, en fait.
c'est de voir de comment le nationalisme arabe, dans sa version étatique, qui se pose différemment hein, de l'Algérie au Liban, etc., a failli dans l'intégration des minorités. Il y avait de grandes communautés juives dans les pays arabes. Chaque communauté est partie dans des conditions spécifiques. Les Algériens, les Juifs algériens, au moment de l'indépendance de l'Algérie, etc. Il y a la question coloniale. Mais les Juifs irakiens, c'est les nationalistes qui les ont privés de rester irakiens. Ils ne voulaient pas partir en Israël. Ils étaient malheureux. Malheureux, mais vraiment. Et donc voilà, il faut voir les choses plutôt, je pense que c'est plus constructif et de voir aussi que la question de ces juifs arabes en Israël, c'est parce il y a la question palestinienne qu'il y a la question de leur situation en Israël. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pour moi, je vois le débat plus comme ça mais on est effectivement, la destruction des juifs d'Europe est un produit exclusivement européen. Pardon. Tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup, merci à nos intervenants et merci pour votre présence. Je vous annonce à cette occasion la sortie prochaine du livre sur la Palestine qui s'appelle La Palestine de Azmi Bishara en langue française. Il va apparaître très très bientôt dans les librairies. Et je vous annonce aussi pour ceux et celles qui s'intéressent aussi à la question migratoire que nous réunissons le 27 de ce mois à la Maison d'Amérique latine qui se trouve boulevard Saint-Germain toute la journée pour notre colloque annuel qui portera le titre de Migration arabe. Et il va y avoir des spécialistes du Sud comme du Nord pour parler de la question migratoire dans les pays arabes et entre les pays arabes et les pays du Nord. Merci encore une fois et à bientôt.